À vous. Merci d'être présent et présente ce soir. Bonsoir. Salut. Bon, euh, bah voilà, quand je vous ai contacté à la base, c'était un peu pour vous proposer d'intervenir sur ce séminaire qui se veut un peu une forme de discussion autour du jeu de rôle et de ses enjeux, entre guillemets, au-delà du divertissement. Enfin, disons qu'avec ma casquette de psychologue, entre guillemets, c'est un peu les thèmes qui m'intéressent. Et quand on a échangé, on a un peu convenu voilà, de faire les choses sous la forme d'un entretien, d'une sorte d'interview au cours de laquelle on pourra un peu explorer vos activités et puis comment vous allez un peu questionner tout ce champ-là qui est très vaste lié au jeu de rôle et comment est-ce qu'il y a aussi pour vous quelque chose qui peut se passer ou pas hein, d'ailleurs au-delà du divertissement quoi. Bon, est-ce que vous vouliez dire quelque chose avant qu'on attaque ou est-ce que je commence directement avec mes questions? Non, rien de particulier. Voilà, on va voir les angles qu'on va traiter. Ouais. J'ai hâte de voir les questions. Ok. Bah alors, les questions d'ailleurs, donc en fait on a organisé un peu ce séminaire-là à trois personnes, c'est-à-dire qu'il y a Nicolas Stock qui a participé aussi à l'organisation, ainsi que Solène Sarfati, qui seront présents certainement dans le chat, mais pas là en visuel avec nous, et qui ont aussi contribué en fait à la création de cette espèce de grille de questions qu'on voulait vous poser. Et puis on s'est aussi tourné vers les gens qui font partie du Discord, donc du réseau Jeux de rôle et accompagnement pour voir un peu qu'est-ce que eux trouvaient intéressant de vous demander et sur quoi ils avaient envie de vous entendre. Donc évidemment, il y a tout ça qui est très préparé, mais évidemment, si les gens dans le chat ont des questions, c'est avec plaisir évidemment que vous pouvez les poser et puis que je vous les adresserai si vous avez des réponses à y apporter. Alors dans un premier temps, peut-être histoire de faire très original, peut-être est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu et puis parler de votre parcours, notamment en lien avec le jeu de rôle. Ok, bah moi je m'appelle Coralie, du coup, je fais du jeu de rôle depuis longtemps. Je dirais deux bonnes décennies maintenant. Et j'ai décidé d'en faire mon objet de recherche quand j'étais en lettres, avec un master, puis avec ma thèse. Ensuite, en même temps, je faisais un master édition et je me suis mise à travailler dans l'édition. Donc, je travaillais pour Black Book, notamment au début. Et puis, après, j'ai rejoint Jérôme chez Lapin Marteau. On a créé ensemble la collection Sortir de l'auberge. Voilà, pour les gens qui connaissent. Mener des parties de jeux de rôle, jouer des parties de jeux de rôle, la boîte à outils du MJ, qui sont des bouquins, on va dire, de théorie, mais de théorie sur comment faire de meilleures parties. Plus pas du tout de la théorie au sens universitaire, on va dire. Voilà, et puis depuis, on fait plein de choses. On publie évidemment des jeux, Ryutama, Château Falkenstein, Monster Hearts. Et puis, on fait aussi un peu de formation, notamment en game design. Voilà. Et on contribue aussi en recherche maintenant, j'allais dire, plus à titre de chercheur libre, sans être affilié à une université particulière. Mais voilà, on continue la recherche, on va dire, de notre côté, quoi. Ok. Bon, on reviendra certainement plus tard sur les questions de recherche parce que ça faisait partie des choses que j'envisageais de vous demander, mais on pourra revenir là-dessus plus tard. Et toi, Jérôme, du coup, un peu ton parcours, qu'est-ce que... Moi, c'est assez proche, on va dire, dans ce qu'on fait aujourd'hui, hein, vu qu'on le fait essentiellement ensemble. Après, à la différence de Coralie, alors je crois que j'ai commencé un peu avant toi, mais surtout parce que je suis plus vieux. En gros, moi, j'ai commencé vraiment très très jeune. Euh, et euh, Sinon, avant qu'on s'associe avec Coralie, alors moi, j'ai pas de parcours universitaire lié à la recherche dans le jeu de rôle. Je participais en fait essentiellement à des travaux d'autres personnes, on va dire comme ça. Euh, Par exemple, j'avais pu co-diriger Jouer avec l'histoire avec Olivier Caïra il y a très longtemps maintenant. Et, et par contre, j'ai un peu plus travaillé, on va dire, chez divers éditeurs de jeux de rôle pendant, je sais pas, je pense 10-15 ans avant de m'installer pour aller, tout comme ça.
Ok. Bon, ça marche. Merci. Il y a clairement qui parle pas assez fort, si j'ai bien compris. Ouais, alors j'ai essayé d'augmenter effectivement un peu ton micro de mon côté. Dites-nous si ça s'est un peu arrangé. Auquel cas, j'essaierai de... Je vais essayer de parler plus fort du coup. Ça marche, ok. Euh, et du coup, alors en dehors de ce parcours éditorial, entre guillemets, enfin dans ce travail chez Lapin Marteau, est-ce qu'avant cela, vous aviez, avant ou en parallèle d'ailleurs, vous avez aussi, bon, pour Coralie, il y a un peu la question de la recherche, une activité, euh, comment dire, autre dans l'univers jeu de rôle, c'est-à-dire en termes d'écriture, peut-être, pourquoi pas, bah, même de game design, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une activité de création, par exemple, qui vient s'adosser à tout ça, ou pas nécessairement? Ah oui, tout à fait, je ne l'ai pas précisé, mais on fait de la créa soit pour d'autres éditeurs, soit pour nous-mêmes. Dans le volume 2 de Monster Art, il y aura une partie notamment créa de nous. Et Jérôme a, j'allais dire, une grosse carrière de créa que je vais le laisser évoquer. C'est assez simple, hein. Nous, jusqu'à présent, en gros, on a travaillé pour un peu tout le monde, en fait. Enfin, c'est moindre aujourd'hui, puisqu'il y a tout le temps des nouveaux éditeurs qui apparaissent, mais je pense qu'on a dû travailler pour une quarantaine d'éditeurs au fil des années, un truc comme ça. Et en termes de jeux qu'on a fait nous, ou sur lesquels on a participé, je me souviens plus. En gros, on a besoin de faire les comptes pour démarcher certains clients parfois, notamment quand on travaille avec des éditeurs étrangers. Mais je sais plus, on doit être à 200 ouvrages de JDR publiés, un truc comme ça. Mais c'est souvent qu'on a souvent écrit qu'une partie de ces bouquins. Mhm. Ok. Euh, et concernant Lapin Marteau, qu'est-ce que vous pourriez dire éventuellement de la spécificité de cette maison d'édition-là? Enfin, quels pourraient en être un peu les signes distinctifs? Quelle en est la patte éventuellement? Ou qu'est-ce qui peut la distinguer d'autres? Bah, c'est la question à la ligne éditoriale qui est toujours un peu compliquée en réalité, mais j'aime à penser qu'on fait des jeux qu'on voit pas, ou on voyait pas, en tout cas à une époque, dans la proposition des jeux de rôle actuels. Et c'est des jeux qu'on a envie de voir exister, c'est des jeux qu'on a envie de voir en boutique et qu'on a envie de mettre en valeur, en fait. Voilà. Donc, en général, quand on choisit de faire un jeu, souvent on se dit, ok, ce jeu-là, en fait, on pense qu'il doit être connu par les joueuses et les joueurs, et on a envie de lui donner sa meilleure chance, quoi. Ok. Ouais. Ok. Bon, très bien. Et alors du coup, pour poser la question, pour entre guillemets, essayer d'aller plus loin, pour comprendre du coup quels vont être alors à ce compte-là les jeux qui particulièrement vont attirer votre attention et qui font que pour vous ceux-ci gagneraient à être connus du grand public, à la différence d'autres par exemple. Enfin, quel est un peu le type de jeu, le type de feeling ou le type d'univers que vous cherchez particulièrement? Enfin, je sais même pas s'il y a une idée de ça d'ailleurs, ou si c'est vraiment une surprise à la lecture. Alors, enfin, je sais pas pourquoi pour lui, mais pour moi, en tout cas, il n'y en a pas. Euh, enfin, en tout cas, moi, je réfléchis pas en ce terme-là, et sincèrement, je crois que Coralie non plus. Euh, on a des jeux qu'on a fait parce que vraiment, on s'est dit, on a envie de voir ce jeu en France et on a envie que d'autres auteurs aujourd'hui s'en emparent et fassent des trucs en ayant lu ce jeu, en fait. Mhm. C'est plutôt ça qui va nous motiver, mais ça dépend vraiment des projets. À savoir que pour l'instant, sur les jeux qu'on a sortis, il y en a, on va dire, dans les jeux classiques, papier, etc., puisqu'on a une collection aussi avec des jeux plus rares en PDF, qu'on a surtout gardé là pour qu'ils existent disponibles en français, en fait. Qui est la gamme Partir à l'aventure, qui est disponible sur notre site, mais sur laquelle on communique peu, qui sont essentiellement des jeux qui étaient avant publiés par une boîte d'édition qui n'existe plus, qui s'appelait La Boîte à eux. Mais pour les jeux, on va dire qu'on a produit en grand, il y avait deux des jeux qui faisaient partie de nos jeux préférés et auxquels on avait beaucoup joué au fil des ans. Donc ça s'est fait un peu euh, assez simplement de ce point de vue-là. Mhm.
Et notamment, c'était vraiment la volonté de dire, voilà, ça, on ne l'a jamais vu ailleurs. Donc, on a envie de voir ce que ça donne en France, on a envie de voir ce que certains auteurs vont faire en 50 ans. Et c'est souvent la logique qui nous pousse, même sortir de l'auberge, parce qu'on s'est dit, alors il y avait déjà des bouquins qui existaient de conseils, mais on voulait une patte un peu différente, et se dire, voilà, ce serait cool en fait d'avoir ça disponible, donc essayons de faire en sorte que ça arrive. Ok. Ok, très bien. Coralie, pour toi, c'est tout bon, il n'y a pas d'autres Je choses à plus ce que ajouter. dit Jérôme. Ok, ça marche. Bon, très bien. Pour un peu, comment dire, bon, pour clôturer ce volet, pour clore ce volet entre guillemets présentation, comme ça, entrer dans le sujet, j'avais une question un peu à vous poser. Comment est-ce que vous définiriez du coup, qu'est-ce que vous considérez comme étant un jeu de rôle du coup, et donc de quelle manière, enfin voilà, peut se faire aussi la discrimination entre les différents médiums de ce point de vue-là. Qu'est-ce que ce serait pour vous? Alors, bon, voilà, dans sa définition la plus large, que ça soit celle du feeling, que ça soit celle d'une définition stricte, enfin, comment vous le définiriez, vous, du coup? Du coup, j'ai un peu fait ma thèse en partie là-dessus. Voilà, un peu savoir ce qui identifiait un peu le jeu de rôle, ce qui le singularisait en tant que média. Et moi, c'est ce que j'appelle un jeu qui permet d'avoir un rapport intercréatif à la fiction. Et par intercréatif, j'entends qui va au-delà de l'interactivité, où on peut vraiment créer tous tout ensemble autour de la table quelque chose Mhm. qui relève au sens très très large de la fiction. Voilà, c'est assez large, mais c'est plutôt le truc sur lequel je me mets d'accord avec moi-même. D'accord. J'ai pas fait thèse dessus. Ma définition de moi, c'est se prendre pour des elfes pour de faux, aimer ça pour de vrai. Oh, c'est une jolie définition, en tout cas. Alors, en vrai, celle de Coralie est bien mieux, hein. Et puis quelques pages derrière pour aller au-delà de la formule. Bien. Alors, est-ce que vous pourriez parler un petit peu des jeux et puis même des livres, des formats en général, du coup, que vous éditez? Est-ce qu'il y en a certains dont vous voudriez parler particulièrement parce qu'ils ont une singularité ou enfin présenter un peu comme ça, de manière peut-être un peu plus détaillée les jeux sur lesquels vous bossez? Ou même les formats, parce que c'est vrai que vous les avez un peu évoqués, il y a des choses qui sortent aussi du cadre du jeu et qui sont plutôt des manuels ou des supports plutôt théoriques, en tout cas sur la manière dont on mène une partie. Généralement, j'allais dire d'un point de vue matériel, on aime bien que les choses soient bien rangées dans la bibliothèque, donc j'allais dire on n'a pas une grosse, pour l'instant en tout cas, ça va pas dire que ça va pas être amené à évoluer, mais on n'a pas une énorme variété de formats. Généralement, on est plutôt sur des jeux. Alors tous pour l'instant ont des suppléments. Si je dis pas de bêtises, oui c'est bon, je dis pas de bêtises. Mais on est plutôt sur, on n'est pas beaucoup sur des jeux à gamme. Alors Château Falkenstein c'est un peu particulier. Pour être honnête, on voulait sortir plus de suppléments et il y a des impératifs économiques de fabrication qui font que ça s'avère assez compliqué actuellement. Mais voilà, on fait pas forcément de gros jeux qui vont appeler nombre de suppléments. Voilà, c'est pas du DD5, c'est pas du White Wolf ou ce genre de choses. Voilà, après voilà, c'est difficile de rassembler tout ça sur un format particulier, mais c'est l'idée générale. Et pour l'instant, sortir de l'auberge, on est sur des bouquins qui ont plutôt en vrai un format roman, hein. Voilà, qui ont beaucoup de textes qui sont assez denses parce qu'on a envie que quand les gens les achètent, ils puissent s'en servir longtemps et qu'ils en aient pour leur argent. C'est pour ça qu'on dit que c'est des bouquins à picorer. Il faut pas se les lire tout d'un coup parce que ça peut être un peu indigeste. On a plus tendance à aller en profondeur quand on fait ces bouquins-là. Disons qu'on les a aussi divisés en plusieurs parties de façon à ce que j'allais dire il y a une progression dans la difficulté, dans le niveau des gens qui lisent en termes de est-ce que je suis débutant ou est-ce que je suis plutôt confirmé. Ce qui fait qu'en général, on commence le début avec des choses plutôt accessibles, enfin
Normalement, les livres sont accessibles aux débutants pour tout le monde, mais quand même, au début, on a le côté un petit peu plus débutant, pédagogique, et plus ça va, et plus on rentre dans le détail. Voilà, bon, la boîte à outils du MJ peut-être un peu particulière à ce niveau-là, mais quand même, globalement, on les subdivise toujours en 3-4 parties pour qu'il y ait cette progression un peu pédagogique dans ces bouquins-là. Après, on a plutôt opté pour des couvertures dures, j'avoue, j'aime bien ça. Mais aussi, voilà, pour des questions de solidité ou des questions de si je joue avec mon livre sur la table, j'aime bien qu'il puisse tenir ouvert, ce qui n'est pas toujours le cas avec des couvertures souples. Et voilà, après, je peux vous les montrer, ils sont derrière si vous voulez les voir en vrai. Mais... volontiers, en tout cas, on entend l'aspect pratique et puis l'aspect technique, c'est-à-dire dans la manipulation pendant la partie, quoi. Ouais. Alors évidemment, le chat ne tarit pas d'éloges sur les livres que vous proposez. Après, c'est essentiellement la famille. D'accord. Donc ouais, voilà, par exemple, là, c'est Monster Art, on est plutôt sur des formats comme ça. En général, on se dit aussi, on a pris un papier un petit peu léger, parce qu'on veut pas que les bouquins soient trop lourds. Ok. Pour l'instant, ça sera peut-être amené à évoluer aussi, mais on reste plutôt sur du noir et blanc. Déjà par goût, parce que nous, on aime bien ça. Voilà, ça c'est Château Falkenstein, qui a une maquette et un style quand même assez différent de ce qu'on peut trouver sur Monster Art. Ouais. En tout cas, en termes de maquette intérieure, mais sur l'objet, on va sur quelque chose de relativement proche. Et les sortir de l'auberge sont un poil plus petits. Mais donc oui, globalement, là, quand je dis on est sur un aspect un peu plus maquette classique, roman, quand même il y a beaucoup d'encadrés, beaucoup de titrailles pour qu'on puisse y retrouver des tableaux. Mais globalement, voilà, quoi, on reste quand même sur du texte assez classique. Et d'ailleurs, est-ce qu'un livre de théorie ou sur la création de jeux de rôle est un nouveau livre? Est-ce qu'un nouveau livre sur la création, sur la théorie est attendu? C'est une question du chat. Je ne sais pas si ça relève peut-être de ce que vous pouvez dire ou pas, mais en tout cas, je me fais le relais de ce que demande le chat. Eh ben, sur le chat, on a répondu bientôt, j'espère. D'accord. En fait, c'est un projet qu'on a depuis très longtemps, mais Ah oui, je viens de voir. Ok, ça marche. on le fera quand ce sera le bon moment. On a ce qu'on peut déjà dire, c'est que ça fait longtemps qu'on prend des trucs dessus. Là, par exemple, dans le chat, il y a des personnes qui ont participé à des ateliers de création de JDR qu'on a organisés. On essaye de voir comment mener tout ça avec nos autres projets. Parce que clairement, jusqu'à présent, on a eu des soucis quant, on va dire, à notre vitesse pour sortir les jeux. C'est-à-dire qu'on est très content des jeux qu'on sort, mais on n'est pas content du rythme auquel on les sort. Mais on veut aussi éviter de multiplier les projets. Alors, ça nous arrive parfois un peu en dehors de nos productions Lapin Marteau, mais par exemple, on fait des financements participatifs. On ne veut pas se retrouver à expliquer à nos souscripteurs qui attendent nos produits. Alors, on préférait qu'ils attendent rien du tout, mais s'ils doivent nous attendre, on ne veut pas leur expliquer qu'à côté, on a fait notre projet. En fait. Clairement, on essaye de s'améliorer là-dessus. Et donc, on fait les projets les uns après les autres, en fait, tout simplement. On prévoit... enfin, il y a des choses qu'on anticipe, il y a des choses qu'on prépare à l'avance, il y a des idées qui germent, des notes qu'on prend forcément quand, je sais pas, on va tomber sur un article qui va nous intéresser, des choses comme ça. Ce qui arrive beaucoup, en fait, aussi, c'est qu'on est sollicité par d'autres auteurs. Ça arrive très souvent, ou même des chercheurs, en fait. Et donc, on va essayer de garder des notes de ces trucs-là et de se dire, OK, comment est-ce qu'on les organise? Mais on a effectivement ce bouquin en tête. Pas plus tard que cet après-midi, on discutait avec un autre éditeur, en fait, qui va lancer ce mois-ci son financement participatif sur son propre projet, on va dire. On discutait de conseils, même de forme, en fait, sur la meilleure façon d'écrire tel ou tel type de contenu pour le jeu de rôle. Et donc, tous ces trucs-là, on les note. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais s'il y a des auteurs de JDR qui sont confrontés à des problèmes et
des choses où ils ne trouvent pas la solution facilement sur Internet, par exemple. Je pense notamment à des auteurs débutants, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer un mail. Je ne dis pas qu'on aura la solution, hein, carrément pas, mais peut-être que justement, dans ces bouquins, on essaiera de proposer quelque chose. Et on est preneur de ça parce que nous, on a notre façon de fonctionner qui est particulière, c'est-à-dire on a souvent tendance à dire qu'on est deux éditeurs, alors éditeurs au sens d'éditeur, pas publisher, assez, je ne sais pas comment dire ça gentiment, peut-être psychorigide, pointilleux, perfectionniste, voilà. Et qu'il faut que, clairement, pour qu'un texte sorte, il faut qu'il nous aille à tous les deux, et c'est pas toujours facile, quoi. Mais du coup, il y a plein de choses qu'on a oubliées, notamment sur les difficultés du début, les questions qu'on se pose quand on débute, quoi. Et c'est vachement intéressant de pas perdre ce contact-là, parce que, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais comme on publie ce qu'on écrit, on se pose pas du tout la question de savoir si ça va plaire à l'éditeur, ou quel format utiliser pour le proposer à l'éditeur. Nous, aujourd'hui, dans notre quotidien, on s'en fout de ça. Notre question, c'est est-ce que ça va plaire au lecteur? Ouais. Ou est-ce qu'on va réussir à avoir des lecteurs? Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Mais pas forcément comment le présenter à un éditeur. Bon, typiquement, ce genre de questions, faut pas hésiter à nous les faire remonter, parce qu'on voudrait surtout éviter, si jamais on sort ce livre-là, de faire un livre qui répond pas aux questions que les gens se posent vraiment, en fait. C'était très décousu comme réponse, je suis désolé. Non, mais c'est très bien, mais du coup, ça me fait tout de suite rebondir sur une question qui avait été posée justement sur le Discord par Scriff et qui demande si vous estimez que le jeu de rôle, du coup, est un domaine en croissance qui serait viable dans le sens où le livre semble peut-être davantage lui, enfin le secteur du livre, en tout cas c'est ce que propose Scriff et bon, j'imagine qu'il doit y avoir quand même quelque chose là-dessous et lui plutôt peut-être un domaine en perte de vitesse. Alors du coup, est-ce que ces formes de niche là, comme le jeu de rôle, peuvent se suffire à elles-mêmes en termes de viabilité, de croissance, etc. Alors si la question c'est la viabilité économique, le jeu de rôle a quelques petits avantages par rapport à la chaîne du livre classique, dans laquelle j'ai aussi travaillé pour le coup, qui est notamment l'absence, pour l'instant, dans la plupart des points de distribution, de retour. Dans la chaîne du livre classique, en fait, normalement, les libraires, par exemple, peuvent renvoyer les invendus à l'éditeur, ce qui rend c'est à peu près le seul secteur commercial où c'est comme ça, et ça rend le domaine, le secteur d'autant plus précaire. Ajouter à ça de la surproduction et on comprend vite à quel point ça peut devenir périlleux. En revanche, sur le jeu de rôle actuellement, tant on a eu un espèce de regain là dans les années 2010 et au début des années 2020, notamment grâce à l'essor du financement participatif. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est en train de s'essouffler si on est un petit peu réaliste. Il y a des financements, même pour des grosses licences, qui sont arrêtés parce que ils rencontrent pas leur public. On n'a pas forcément des montants qui montent comme avant. On a aussi un espèce de phénomène où alors c'est peut-être mon perceptible ici, mais où on a vraiment l'impression qu'il y a une telle surproduction que la communauté se refragmente encore en chapelles, en sous-genres, etc., où on regarde pas forcément ce qui se passe à côté. Donc sur la viabilité économique du jeu de rôle, ouais, moi je serais pas d'un optimisme fou là tout de suite maintenant. Et voilà. Et globalement, même par rapport à la chaîne du livre, qui est effectivement en perte de vitesse, il y a quand même des phénomènes similaires, notamment en termes de surproduction. Je pense que là-dessus, c'est un point commun que les deux domaines partagent. Donc voilà, ajouter à ça l'augmentation des coûts de production, notamment d'impression à cause de la guerre, du contexte socio-économique, qui font que les prix ils ont vraiment augmenté, des fois doublé depuis le début du conflit, voire triplé. Ouais, moi voilà, j'ai pas beaucoup d'optimisme là-dessus, mais après très franchement, le jeu de rôle, c'est pas la première fois qu'il est pas viable économiquement. Il s'en remettra. Non, ouais, c'est une question compliquée parce que
Parce que voilà, ça dépend des pays. Il y a des grosses licences qui peuvent truster beaucoup de choses, mais même elles, ça peut être compliqué. Donc voilà, moi je dirais plutôt bof pour donner une réponse précise et très académique. Alors, dans un sens, ça vient se coupler à une autre question qui a été posée par Major Paz aussi sur le Discord et qui demandait est-ce que vous pensez que le jeu de rôle, alors lui il prenait pour le coup le parti de la popularisation, est-ce que vous pensez que le jeu de rôle un jour viendra se mettre sur les tables après le repas du dimanche, là où la belote en fait existait à un certain moment, est-ce que le jeu de rôle va remplacer la belote ou le jeu de cartes du dimanche après-midi un peu familial comme ça est-ce que c'est un avenir possible selon vous? Moi, je ne sais pas trop répondre à cette question parce que j'ai joué très peu à la belote et le dimanche, je mange au milieu de ma partie de jeu de rôle, donc je ne comprends pas trop. Comment ça, tout le monde ne fait pas ça, je ne comprends pas. Mais, enfin, clairement, on peut se poser la question aujourd'hui. On n'a pas la réponse, hein, mais si en fait on n'a pas à nouveau atteint un pic et qu'on risque pas de redécliner en fait. Et moi, enfin, très clairement, j'ai pas la réponse, mais comme disait Coralie, il y a plein d'éléments qui nous amènent à douter. Il y a plein de. En fait, le crowdfunding, à un moment, a ouvert presque un nouveau territoire, en fait. En tout cas, dans les faits, un nouveau canal de distribution plus que de financement. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des, je sais pas comment dire, des mécanismes économiques qu'on voyait avant l'apparition du crowdfunding se sont un peu recréés, en fait. Ça a mis une grosse dizaine d'années, mais on est un peu dans la même situation qu'avant. Alors, c'est pas exactement la même. Effectivement, la situation géopolitique ou géoéconomique, elle change pas mal les choses, surtout en ce moment, quoi. Mais on a, par exemple, des phénomènes de concentration qui reviennent. Des choses comme ça. Aujourd'hui, quand on cherche à avoir des licences, par exemple, sur des jeux étrangers, on sait quels sont les 2-3 gros éditeurs qui vont truster toutes les licences de ce type de jeu-là. On le sait aussi pour certains autres types de jeux. Est-ce qu'on a beaucoup plus de création de gens qui sortent de nulle part? On l'a eu pendant quelques temps. On a des gens qui sont apparus aujourd'hui grâce à ça. Nous, on n'aurait jamais pu créer Lapin Marteau et survivre pendant aussi longtemps sans le crowdfunding. Par contre, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'elle est à nouveau similaire, enfin, assez similaire, même s'il y a eu bien sûr des changements, avec celle qui existait à l'époque. Donc on va voir, on ne sait pas trop. Il y a des choses qui sont... par exemple, on voit beaucoup de gros éditeurs qui disent ne plus vouloir vendre en boutique, ou juste qui est disponible pendant les crowdfunding. Ça, c'est un changement de paradigme d'un point de vue commercial, d'un point de vue distribution. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, nous, enfin, je sais pas comment dire ça, on y réfléchit, hein, mais on n'a pas de boule de cristal, quoi. Donc, on est pessimiste parce qu'on est toujours pessimiste, on s'habille en noir, tout ça, c'est obligé, quoi. Ça fait partie de notre identité de Lapin Marteau. Mais en vrai, on va voir et puis on va essayer de faire notre mieux à notre échelle pour survivre, quoi. Ok, bon, très bien. Merci pour cette réponse. Alors, qui est effectivement en demi-teinte un petit peu. Bon, je fais des allers-retours avec ma trame parce qu'il y a plein de choses qui me viennent en même temps. Il y a des points que j'ai notés sur lesquels je reviendrai plus tard. Mais là, je voudrais faire un petit détour par peut-être la thématique du séminaire parce que vous avez parlé tout à l'heure. Alors, que, dans l'aspect création, dans l'aspect édition, vous avez parlé de la manière dont vous pensiez, en fait, la manière dont le livre allait être reçu par le lecteur. Moi, je me posais la question de quelle est la place du joueur dans votre processus, alors qu'il soit créatif, qu'il soit éditorial, enfin, est-ce que le joueur a une place, est-ce qu'il est pensé d'une certaine manière ou pas, et quel lien vous entretenez avec le joueur parce que je me dis qu'il y a peut-être une nuance par rapport au lecteur qui va lire vos livres et à celui qui va jouer aussi avec ces livres-là.
Alors c'est une très bonne question, vu qu'effectivement, dans le jeu de rôle, on va dire sous sa forme classique en général, le livre il est filtré par le ou la MJ, si j'ose dire, et qu'il y a cette espèce d'intermédiaire. Nous, quand on a fait donc le deuxième tome de Sortir de l'auberge, donc jouer des parties de jeu de rôle, c'était donc, contrairement aux deux autres, le livre qui s'adressait aux joueurs et aux joueuses. Et clairement, on est très content de l'avoir fait parce que c'est pas des textes qu'on trouve souvent. Des conseils de jeu aux joueuses et aux joueurs finalement, parce que il y a toujours cette idée des fois qui traîne que bah, c'est le ou la MJ qui doit faire ce travail-là en fait. De se former, de lire des choses dessus, avec la caricature, vous savez ce qu'on appelle les joueurs et les joueuses pieds sous la table. Là. Ça arrive, ils se mettent les pieds sous la table et puis ils jouent. Et en fait, bah, avec ce bouquin-là, on a essayé justement de déjouer un peu ça et d'explorer un peu qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait jouer de différentes manières, qu'on pouvait sortir de ses zones de confort, qu'on pouvait sortir de ses habitudes, et d'explorer aussi un peu la relation qu'on a avec les autres personnes autour de la table, que ce soit les autres joueuses, mais aussi le ou la MJ, et voir en fait bah, justement si c'est vraiment un processus intercréatif, de remettre un peu ça sur le devant de la scène et dire bah en fait oui, l'idée c'est que tout le monde ait une participation forte, même dans une relation asymétrique où il y a un ou une MJ. Donc c'est un sujet auquel on a pas mal réfléchi, notamment autour de ce bouquin-là. Et après, bah voilà, quand on est en créa et tout ça, etc., l'idée, c'est toujours de donner des outils, même sur un jeu en particulier, et de rendre les informations les plus claires possibles et les plus facilement accessibles en réalité. Mais là, on repasse sur le filtre un petit peu MJ, mais on a une réflexion aussi, notamment sur les aides de jeu, qui sont un peu des éléments qui sont manipulables par les joueuses et les joueurs. Bon, ça, il y en a dans les trois tomes, si je dis pas de bêtises, de Sortir de l'auberge. Voilà, on sait vraiment et on continue à se poser ces questions-là, mais en vérité, ouais, c'est pas forcément évident, ou c'est pas ce qu'on peut faire en tout premier réflexe, alors que c'est vraiment important et qu'il y a plein de choses à explorer, quoi. Ok, et concrètement, comment vous recueillez bah, du coup enfin, parce que ces ouvrages-là, c'est des ouvrages qui ont une... alors je pense à la collection Sortir de l'auberge, enfin la série Sortir de l'auberge qui a une visée. Comment vous recueillez, entre guillemets, ou vous dressez un peu le bilan de ce que sont, entre guillemets, bah, les besoins des joueurs ou de ceux qui pratiquent le jeu de rôle en général? Quel est concrètement en fait le lien que vous avez à votre lectorat? Enfin, comment ça se passe, quoi? Ouais, comment vous entretenez des liens, comment vous rendez, vous dressez un peu l'état des lieux de ce qui est de ce qui est un besoin à un moment donné, de ce qui est une envie, un désir, de ce que les gens, de ce dont ils ont besoin comme outil, finalement. Alors, pour la, pour les recueils de Sortir de l'auberge, au moins pour les premiers, on n'est pas parti avec cette logique-là. On l'a fait en partie dans le sens où on a demandé des avis à des gens qu'on connaissait, Ok. mais il y a des biais assez énormes, c'est-à-dire qu'on connaît quasiment des rôlistes, nous, donc, et puis souvent des rôlistes qui ont notre âge. Donc, comme je disais, pour la création de jeux, c'est pas forcément des soucis que vont avoir des joueurs débutants. Néanmoins, on l'a fait un petit peu, et puis on est après surtout parti sur une approche, on va dire, par compétence. C'est se dire, OK, aujourd'hui, le fait d'être meneur de jeu, ou d'être joueur, ou enfin, de participer à une partie, ça appelle quelles compétences? Quels sont les savoir-être ou les savoir-faire qu'on doit avoir? Et on les a découpés. Et après, on a demandé à des auteurs, alors on a fait certains noms, mais essentiellement à des auteurs qu'on avait envie d'entendre sur les sujets en question, en fait, de nous écrire un chapitre là-dessus. Il faut savoir que quand on a lancé la collection, on pensait qu'il y avait de grandes chances qu'on se plante, en fait.
Donc la logique qu'on a prise, c'est de se dire, si jamais on doit avoir perdu une partie de nos économies et s'arrêter là, quels sont les articles que je regretterais pas d'avoir commandé, parce que moi, ça m'intéresse de savoir ce que cet auteur particulier a à dire sur ce sujet particulier. Et alors, comme d'habitude, on était beaucoup trop pessimiste, ça s'est très très bien passé pour ces recueils, mais c'est comme ça qu'on a établi à la fois les chapitres, on va dire, et à qui on les a demandés. Je vais prendre qu'un exemple, mais il y en a une trentaine, on va dire. Par exemple, sur le combat, moi, ça faisait des années que je travaillais avec Romain Dussier. On avait travaillé sur Qin, donc un jeu sur la Chine antique à l'époque, enfin, dans les années 2000, donc ça remonte, quoi. Et il avait énormément de choses à dire sur la façon dont on gère les combats. Dans les combats peuvent être aussi une discussion, enfin ce genre de choses en fait. Et donc on trouvait que c'était très intéressant d'avoir ces billes à lui en fait là-dessus. Sur la création de scénarios, c'était super intéressant d'avoir quelqu'un comme Tristan Lhomme. Et enfin, je ne vais pas tous les faire, il y en aurait trop et ça ne servira à rien, mais notre logique, elle a plutôt été là-dessus. Après, nous, les échanges qu'on a pour identifier les choses qui émergent, ça va être assez basiquement avec les réseaux sociaux, les conventions. Alors, on en fait beaucoup moins depuis le Covid, hein, mais on faisait... alors, on fait des stages et des ateliers aussi parfois. Il nous arrivait d'aller, on est sur Toulouse, d'aller au club de la fac de Toulouse, par exemple, en début d'année, et de faire des espèces d'ateliers avec le club en question pour voir les questions que se posaient les MJ, en fait, les gens qui voulaient passer MJ et les aider. Là, je devais aller, alors je n'ai pas pu pour des raisons mécaniques, on va dire, mais il y a un barrageux à Toulouse qui s'appelle la Guilde Interexia et qui organisait des cercles de rencontres entre MJ débutants et MJ vétérans. Et je devais y aller samedi, puis c'est tombé à plat, j'espère que j'y retournerai bientôt. Et que j'y retournerai, que j'irai bientôt, mais c'est ce genre d'initiative qu'on trouve intéressante, qui pour nous nous nourrissent en fait. Et puis c'est une contribution qu'on peut faire à l'échelle locale, quoi. C'est toujours intéressant d'aller voir ce que disent à quels problèmes sont confrontés les gens, hein, tout bêtement, ce qui pour nous paraît des montagnes parce qu'on fait plus qu'attention à certains détails, mais qui en fait n'intéressent personne d'autre, ou ce genre de choses, ou l'inverse. Et ces ateliers de formation au game design dont vous avez parlé tout à l'heure, ça s'inscrit un peu dans cette démarche-là, du coup ou c'est... Dans la démarche de contribuer, oui. Dans la démarche d'aller pêcher des infos, moins, mais on discute aussi. Par exemple, on s'est aperçu sur certains ateliers qu'on faisait avec Coralie, justement, quand on est allé sur une fac toulousaine, qu'on avait tendance à citer beaucoup en exemple des jeux qui venaient de l'époque où nous, on a commencé à jouer. Donc des jeux des années 90 en fait, qui aujourd'hui parlent sans doute moins au grand public, aux gens qui débutent. Je sais pas, il y a une dizaine d'années, par exemple, on nous parlait beaucoup de Nullbuck et alors du jeu Nullbuck, hein, on était au courant pour la saga MP3, quoi. Et on nous parlait beaucoup d'aventures de Maillard Tsuki. Pour nous, c'était important de nous tenir au jus et de parler la même langue, en fait. C'est-à-dire que nous, on répondait avec Vampire ADD. Bon, ça n'intéressait plus personne, à cette époque. Ok. Donc, oui, pardon. alors on essaye de faire comme ça, mais on n'a pas, je sais pas comment dire, on n'a pas de dispositif spécifique pour aller chercher ce genre d'infos, à part de discuter avec les gens, de nous dire quand ils viennent nous parler sur des salons, encore une fois, si on en fait moins ce qu'on voudrait, mais qu'on nous envoie des mails, des fois on reçoit même des courriers en fait.
Et alors les courriers, les personnes ne vont pas forcément nous expliquer ce qu'elles attendent, mais en fait, ça permet de créer une conversation. Et puis, on chope quelques infos au fur et à mesure, quoi. Ok, bon. Eh bien, merci pour ce volet-là. Je voudrais, parce que je vois le temps qui file, et avant de poser d'autres questions, je voudrais poser l'une qui nous a aussi été adressée donc par Yann, cette fois, donc du Discord, et qui voulait vous demander ce que vous pensez, votre point de vue sur un peu cette démarche dynamique de professionnalisation du métier. Je pense qu'il parle du métier, ou en tout cas de l'activité de meneur de jeu. Voilà, et quel regard vous portez un petit peu là-dessus? Moi, je trouve ça très bien. En vérité, j'aime bien que les aspects du jeu se professionnalisent. Dans la culture, alors ça s'applique pas qu'au jeu de rôle, hein, mais on imagine ça pour la musique, le théâtre. Il y a toujours cette idée que si c'est une passion, c'est pas du travail, etc., etc. Et du coup, qu'il y ait une prise de conscience de dire, ben si en fait ça peut être un travail, ben c'est plutôt une bonne chose. Moi, je porte plutôt un regard assez positif là-dessus. En réalité, ça va peut-être aussi dans le sens de ce qu'on essaye de mettre en place avec sortir de l'auberge, etc. C'est-à-dire mutualiser les savoirs, les nommer, voilà, les explorer et leur donner un peu de visibilité au lieu de rester dans sa propre expérience, d'aller chercher des outils ailleurs, tout simplement. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dérive ou qu'il n'y aura pas d'inconvénients et des problèmes qui se poseront. Mais voilà, moi j'ai plutôt un bon regard là-dessus. Enfin, moi là-dessus, c'est pareil. Ça peut être une bonne chose qu'on valorise le jeu de rôle. Mhm. Après, la question de comment on le valorise et où va cette valeur, ça va amener 1000 débats qui seront nécessaires sans doute. Mais enfin, moi, j'ai pas les billes pour être à l'aise sur ces discussions-là. Je pense juste que c'est important. Mais pour avoir vécu des heures plus compliquées sur le jeu de rôle où je me souviens de discussions sur est-ce qu'il faut le mettre sur les CV, non, il faut pas, c'est dangereux, cachez-le et tout ça. Le fait qu'on valorise le jeu de rôle, moi je peux pas ne pas trouver ça cool en fait. Ouais. Ouais, le débat a évolué, quoi, dans le bon sens pour le coup. Mm. Ok. Bon, voilà, au moins les questions de Yann sont évoquées. Euh, je reviens moi sur un élément qui a attiré mon attention tout à l'heure. Vous avez parlé de vous en tant que chercheur libre, du coup. Du coup, mes questions sont celles-ci, c'est-à-dire, quels sont les projets en termes de recherche, quelles sont, entre guillemets, les thématiques qui vous intéressent, voilà, sur ce champ-là qu'est la recherche, et comment est-ce que vous pratiquez ça, quoi. Même si, bon, j'imagine qu'il y a certains de vos écrits qui peuvent y faire référence, mais enfin voilà, c'est quoi l'actualité sur le plan recherche pour vous en termes de méthode, de thématiques, etc., etc. Alors la recherche, comme je l'évoquais en off tout à l'heure, quand on n'est pas rattaché à une fac, en fait, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qu'on fait sur un temps qui, a priori, ne sera pas rémunéré. C'est ça qui est un peu compliqué. Alors ça peut l'être. Par exemple, si un éditeur sort un bouquin sur l'histoire du jeu de rôle et commande des articles, ça peut être rémunéré. Ça, c'est tout à fait possible. Mais globalement, ce qu'on va faire, nous, par exemple, Jérôme parlait tout à l'heure, faire un peu de veille, de regarder un peu les articles qui sortent. Il y en a beaucoup ces dernières années, ou les vidéos de colloques, etc. Et les regarder, prendre des notes, machin, ça va être une activité de recherche qu'on va prendre sur notre temps libre en réalité, parce qu'aujourd'hui c'est pas une source de rémunération pour nous, et la recherche, voilà, quand on n'a pas de poste à l'université c'est un peu compliqué. Après voilà, ça nous empêche pas d'aller en colloque ou d'écrire des articles, mais la plupart du temps quand même c'est voilà, c'est quand même très très rare, enfin c'est quand même assez rarement rémunéré. Donc là, bon, il y a eu le bouquin des moutons électriques qui, hélas, a connu un destin un peu compliqué, mais les deux articles qu'on a fait on les a mis à dispo sur notre blog. Donc voilà, pour un peu, j'allais dire, une sortie récente. Donc il y a un article sur l'inclusivité et il y a un article sur l'évolution des systèmes de jeu.
Donc voilà, un peu les mains dans le cambouis de game design. Après aussi, parmi les sujets qui nous ont un peu occupés, on va dire ces derniers mois, il y a notamment ce qu'on avait présenté au colloque il y a à peu près un an de Paris 13 sur, en gros, ouais, comment dire, la création de jeux de rôle au niveau auteur. Là, qu'est-ce qui se passe pour les auteurs, essayer d'avoir un peu une proposition de système, d'outils, de qu'est-ce qui nous inspire et qu'est-ce qui va motiver la création d'un jeu, qu'est-ce qui va présider au choix de game design. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce qu'il n'y a pas tant de ressources que ça là-dessus. Voilà, on avait un projet, on avait aussi un projet d'article sur les jeux réganiens. En général, on aime bien les thèmes de qu'est-ce qui code le game design. Typiquement, les jeux réganiens, donc on va dire plutôt des jeux de droite des années 80. En termes de game design, comment cette espèce d'orientation-là, elle se retrouve. Voilà, c'est un peu des choses qu'on explore. En vérité, on en explore pas mal. On a des sujets de prédilection, mais voilà, on essaye aussi, entre ce qui sort et tout, de s'ouvrir à plein de choses et de ne pas se fermer de porte. Voilà, mais c'est compliqué de faire des choix. Ouais. Ok, et donc on peut retrouver tout ça sur votre blog, donc Lapin Marteau en fait finalement. C'est votre site porte ce... Enfin c'est sur le site de l'éditeur, enfin oui de l'éditeur, sur le portail de l'éditeur quoi. Ouais. C'est ça. En tout cas, il y a soit les liens vers les ouvrages, soit les articles quand ils sont en accès libre. Ok, ça marche. Très bien. C'est le site lapinmarteau.com. En gros, c'est notre site à tous les deux, des trucs qu'on fait ensemble. Et puis, des fois, c'est la maison d'édition, des fois, non. D'accord. C'est un peu comme on peut, quoi. Ok. Et pour la recherche, effectivement, comme disait Coralie, alors l'année dernière a été particulière parce que 50 ans du JDR et tout ça, mais on essaye de se limiter à un seul article académique par an, maximum, pour des raisons justement économiques. Enfin, en gros, parce que même aller en coloc, en général, on n'est pas défrayé, ça peut arriver, c'est rare. Et donc, ça nous coûte entre le temps fait pour faire l'article, enfin le temps de la recherche, quoi, hein, comme tout le monde, le temps de se déplacer sur place, de récupérer, et c'est pas qu'on n'est pas payé, c'est que ça nous coûte de l'argent, quoi, très clairement. Et donc, on n'a pas, enfin, pour nous, c'est compliqué. On essaye de le faire, mais c'est une réalité qu'on est obligé de prendre en compte, hein, tout bêtement, quoi. Ouais. Après, ce qu'on fait pas mal aussi, c'est aider d'autres personnes, mais ça passe beaucoup par, on va dire, par des communications privées, quoi, des gens qui nous demandent des coups de main pour leurs propres travaux, quoi. Ok. Ouais. Oui, effectivement, dans ce type de configuration, faire de la recherche, effectivement, coûte davantage que ça ne rapporte, étant donné que ça ne rapporte pas grand-chose. Bon, en tout cas, en tant que lecteur de vos travaux, notamment sur le plan académique, c'est toujours des choses, je trouve des outils extrêmement précieux, que ce soit pour penser, entre guillemets, cet outil-là qu'est le jeu de rôle, et aussi penser la question de la création, penser la question de la dynamique relationnelle aussi qui se crée à ce moment-là. Enfin voilà, moi je trouve que vos travaux éclairent beaucoup dans ces aspects-là, pas que, mais en tout cas en partie ces aspects-là. Alors, le temps est passé très vite, donc moi évidemment j'ai pas balayé la moitié de ce que j'aurais voulu évoquer avec vous, mais bon, on a déjà fait le tour de pas mal de choses, donc je propose qu'on s'arrête là, si ça vous va, et donc voilà, je vous propose de prendre le mot de la fin, si vous souhaitez ajouter quelque chose que vous n'avez pas pu évoquer et que vous teniez à évoquer aujourd'hui. Après, s'il n'y a rien... Je cherche, mais vas-y. Peut-être juste de dire que même si effectivement on a un discours qui est assez négatif de façon générale, plus il y aura de gens qui feront de la recherche en JDR, plus on sera content. Ouais. Globalement, si on peut aider, on le fera. Faut pas hésiter à nous contacter. Quitte à ce qu'on dise non, hein, mais on vous le dira gentiment si c'est le cas. Et
Et voilà, même si on se pose des questions sur l'évolution du marché du JDR, sur l'âge d'or, sur tous ces trucs-là, euh, enfin, c'est à ça qu'on passe tout notre temps, en fait. Mm. Donc, on trouve quand même que c'est un peu pas trop mal, quoi. En tout cas, ce message-là est passé puisque quelqu'un tout à l'heure demandait effectivement comment est-ce qu'on pouvait prendre contact avec vous. Alors j'imagine que c'est par le biais du site internet, donc lapinmarteau.com, c'est ça? Contact@lapermarteau.com. Ok, Et normalement, on reçoit le mail tous les deux, donc il y a un des deux qui répond. ok, ça marche. Bon, très bien, super. Comme ça, l'info est passée. Bon, Coralie, il y avait quelque chose pour conclure ou ça englobait bien? Non, ça englobait bien. C'est assez réjouissant de voir qu'il y a autant de choses qui sortent autour du jeu de rôle et de ses diverses applications parce que, bon, nous, c'est pas forcément notre domaine de prédilection, mais voilà, c'est plus ce que vous avez déjà vu dans le séminaire. Il y a plein d'autres domaines où c'est vraiment très utile et ça fait plaisir de voir que ce potentiel, alors en vrai, ça fait pas mal de temps qu'il y a des masters, des thèses qui parlent du potentiel pédagogique, psychologique, etc. Mais que là, que ça commence vraiment à décoller, ça fait vraiment plaisir et j'espère vraiment que ça va continuer, en vérité. Ouais, bah, je pense qu'on est... Enfin voilà, au moins on est un peu tous d'accord là-dessus, effectivement. Je pense que on a tous envie de voir, de continuer à lire, à entendre des choses sous tous ces angles-là. Bon, enfin voilà, moi je vous remercie donc d'être venu sur ce séminaire. Je trouvais vraiment super intéressant et important de vous entendre aussi pour ce que vous apportez l'un et l'autre à ce domaine-là. Je propose donc pour les personnes du chat qu'on fasse une pause d'une dizaine de minutes. Donc on va se retrouver donc à 21h07 avec du coup l'intervention donc de Arthur Lefebvre qui lui va plutôt aborder une question sous la forme un peu plus habituelle donc d'une présentation, d'une petite communication quoi, d'une trentaine, quarantaine de minutes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, à dans quelques minutes. Voilà.